Bonjour, pour ce quatrième chez le midi spécial consacré au coronavirus, on va analyser la question de savoir si, comme on le dit beaucoup sur Internet, tout ça est un complot ou s'il y a des aspects de complot. On va analyser une fake news virale qui a énormément circulé sur Internet et sur les téléphones. Je l'ai reçu hier soir, on me demandait, c'est vrai, c'est vrai. On va analyser la thèse, est-ce que a commencé en Chine à cause des Chinois? Est-ce que ça a commencé aux États-Unis, à cause des États-Unis? Est-ce que les États-Unis ont fait exprès de l'introduire en Chine? On va analyser de quoi les États-Unis sont capables moralement et ce qu'ils ont fait par rapport à des armes chimiques et bactériologiques dans le passé. On va analyser le fait que certains, parmi des gens très critiques du pouvoir et de l'information mainstream, disent oui, tout ça c'est un truc exagéré par Macron, c'est une manière de nous mettre en état de siège, de nous contrôler, de maîtriser les contestations qui l'affrontent. On va analyser si il faut prendre les choses au sérieux ou s'il y a un danger de les minimiser. On va analyser si le mode de pensée complotiste est une manière de concevoir le monde, la société et une crise comme celle-ci qui permet de comprendre ce qui se passe, ou si au contraire il faut se méfier de ce mode de pensée complotiste et se former dans une analyse plus sérieuse, plus structurelle, plus objective. Et on va voir aussi à la fin les bonnes nouvelles sur le front international et les choses dont on devrait s'inspirer par rapport à tout ceci. Alors, on me dit quelqu'un qu'il n'y a pas de son. J'ai oublié de mettre le micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez là bien? Il y avait un micro, mais c'est probablement pas assez faible. Voilà, j'oublie toujours quelque chose, excusez-moi. Je disais donc qu'on va parler d'une fake news virale qui a énormément circulé hier, que j'ai reçue sur mon téléphone. On va analyser la thèse, c'est aux États-Unis que c'est né et pas en Chine, voir la thèse que les États-Unis l'ont fait eux-mêmes contre la Chine, il y a des choses qui circulent là-dessus. On va analyser si les États-Unis moralement sont capables de ce genre de choses, s'ils l'ont déjà fait dans le passé. On va analyser si le mode de pensée complotiste est une manière correcte d'appréhender le monde, l'économie, la politique internationale et une crise comme celle-ci, ou s'il faut chercher au contraire un autre type d'analyse plus méthodique, plus objectif, plus sérieux. Et on va aussi analyser s'il y a un risque de sous-estimation du problème, y compris dans des milieux progressistes qui sont très critiques de Macron, des dirigeants politiques, de l'information mainstream des médias. Est-ce qu'il y a un danger de dire oui, tout ça, on exagère, c'est une manière de nous reprendre le contrôle, etc. Voilà. Il y a aussi à la fin quelques bonnes nouvelles sur le plan international et on va les partager également. Merci de nous diffuser, de nous faire connaître. Et tout d'abord, cette fake news que j'ai reçue là sur mon téléphone hier soir, c'est quelqu'un qui... oui, je montrais l'image, on va y revenir tout de suite. C'est quelqu'un qui dirige une école, qui est habitué, qui me lit depuis des années, qui est habitué à se méfier des informations. Et voilà, elle me demande que penses-tu de cette vidéo? J'ai pas eu le temps de répondre tout de suite. Et puis je dis ben non, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de preuves sur les choses qu'il avance. Et la personne me dit certains arguments semblaient cohérents. Je crois jamais à ce genre de vidéo, mais à la première écoute, voilà, certains arguments me semblaient cohérents. Mais justement, les fake news ne sont pas du faux total. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand on mélange du vrai et du vrai sur lequel on se pose des questions, mais qu'on amène les gens à des conclusions fausses sur base de faits absolument non prouvés. Alors, il y a un ami à nous qui a répondu
à cette... oui, je vous avais montré l'image, hein, pour qu'on sache de quoi on parle. C'est ce monsieur-là qui a diffusé un truc qui tient absolument pas debout, en se faisant beaucoup mousser, en promettant plein de choses, mais ça tient pas debout. Il dit que voilà, le coronavirus existerait depuis 2002, brevet à l'appui. Non, mon ami, répond Johnny, ce coronavirus existe depuis les années 60. Il fait tout un montage selon lequel des Chinois auraient été vaccinés par Pasteur et blablabla. En fait, non. Le coronavirus existe depuis bien longtemps. Il n'y a pas besoin d'aller faire une grande investigation. On peut voir sur Wikipédia, pas toujours fiable, mais quand même, c'est une source qu'on peut examiner aussi. Les coronavirus ont été découverts dans les années 60. Et donc, on parle de plusieurs coronavirus. Et ce qui se passe, c'est que la pandémie maintenant du coronavirus de 2019-2020, c'est une nouvelle maladie infectieuse émergente qui a été effectivement provoquée en décembre. Et chaque fois qu'il y a un nouveau virus, il faut un nouveau vaccin et un nouveau traitement. Donc moi, j'avais répondu ça hier à la personne qui m'interrogeait. J'imagine que quand on détecte un nouveau virus, il faut l'enregistrer, il faut le signaler, il faut le partager à la communauté scientifique. Et donc le PDF de 320 pages là qui nous annonçait n'est rien que ça, il n'est absolument rien de secret, c'est disponible partout. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a repéré une souche de maladie nouvelle, qu'on l'a créée et qu'on la diffuse exprès. Là, désolé, on est dans le délire, il faut faire vraiment très attention. Maintenant, beaucoup de gens réagissent en disant, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, quand même, les États-Unis ne seraient pas capables de faire ça. On va voir. Il y a des gens aussi qui disent, oui, les États-Unis, on les connaît, ils ont déjà fait des choses dégoûtantes, donc c'est certain qu'ils l'ont fait. Non, ça c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'ils en sont moralement capables, on va le voir, qu'ils l'ont fait dans ce cas-ci. Alors, les États-Unis l'ont-ils fait? Il y a deux points à soulever. Est-ce que la maladie est née aux États-Unis, ce qui n'est pas la même chose que l'ont-ils amené exprès? Et là, un ministre chinois, ils n'ont pas l'habitude de faire des déclarations fracassantes, a dit qu'effectivement, il était possible, probable, je ne sais pas, il faut relire les textes, que des militaires des États-Unis infectés, participant à des jeux militaires internationaux qui se seraient déroulés en octobre, si je me souviens, près de Wuhan, auraient pu l'introduire là-bas. Bon, c'est une source chinoise. On a aussi les sources du Japon et de Taïwan, qui sont deux des alliés des États-Unis, et qui disent aussi que ça pourrait l'être. J'ai abordé la question de la faiblesse des États-Unis par rapport à tous ces virus. J'ai rappelé que Obama en 2009 avait mis 6 mois avant de faire quelque chose, de bouger sérieusement et de décréter l'état d'urgence. Donc oui, ils ont une très très grande faiblesse. Bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir dans quel pays ça a commencé? À mon avis, pas pour qu'on dise « Ah, ça vient des États-Unis » ou « ça vient de tel pays », parce que dans un monde globalisé, nous savons bien que les virus vont circuler, ils ne s'arrêtent pas aux frontières, et donc c'est pas pour accuser un pays qu'on doit intervenir, c'est pour essayer de comprendre où ça a commencé, où sont les faiblesses, comment ça se propage. Ça, scientifiquement, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que les États-Unis, pour autant, ont fait ça comme une arme exprès? Ils ne sont pas stupides nécessairement, ils doivent bien se dire qu'ils l'amèneraient en Chine. Évidemment, il y aura un effet boomerang et que ça va toucher le monde entier et l'économie et que ça va toucher les États-Unis aussi. Donc c'est comme avec le nucléaire. Voilà. Maintenant, est-ce que moralement les États-Unis sont capables de faire ça? Je pense que c'est aussi le moment de s'interroger sur le modèle du co-occidental, le modèle que l'Europe appelle toujours à suivre. Et donc, il faut rappeler, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le livre USA, les 100 pires citations. Comme on en a marre d'être traité de complotiste, j'ai fait un livre qui est basé uniquement sur des déclarations de présidents, de ministres et de stratèges des États-Unis, où ils disent eux-mêmes les crimes qu'ils commettent et où ils disent eux-mêmes comment ils s'arrangent pour le cacher à l'opinion. Donc la structure est celle-ci, on a la déclaration, la bio du bonhomme, la déclaration de la citation, et ensuite
le décodage, c'est-à-dire le contexte de l'époque où ça s'est passé. Alors une des premières citations du bouquin, c'est en 1945 à propos d'Hiroshima. Et là aussi, la décision de bombarder Hiroshima et Nagasaki a été vraiment criminelle, et ça ressort des deux citations que j'ai prises ici, du président Truman et de la direction des bombardements US. Truman déclare le 9 août 1945: le monde notera que la première bombe atomique a été lâchée sur Hiroshima, une base militaire, parce que nous souhaitions, lors de cette première attaque, éviter autant que possible de faire des victimes civiles. Bien, Hiroshima n'était absolument pas une base militaire, et la citation de Truman est démentie par le propre service de l'armée US chargé d'organiser les bombardements, qui dit Hiroshima et Nagasaki avaient été choisis pour cible en raison de leur forte concentration d'activité et de population. Voilà. Alors l'argument qu'on entend encore toujours, c'est que oui, les États-Unis ont fait ça pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale parce que les Japonais continuaient à résister. C'est faux. Et en réalité, le vrai but de Truman était de créer un choc psychologique pour intimider l'Union soviétique en lui disant voilà, on a la bombe atomique, vous pas, maintenant vous devez accepter notre domination mondiale. Les États-Unis ont refusé de partager l'énergie atomique comme Einstein et les savants l'avaient proposé, et ils ont engagé alors et obligé l'URSS à fabriquer sa propre bombe, et une course aux armements qui a fait énormément de gaspillage de moyens financiers. Et donc, c'était pas du tout nécessaire pour mettre les Japonais à genoux. Il était déjà, des négociations avaient commencé, et MacArthur, qui commandait les armées US du Pacifique Sud, a reconnu, et c'est dans le bouquin, il n'y avait aucune nécessité militaire. L'ami d'Einstein, qui avait inauguré le projet Manhattan de création de l'arme nucléaire, a assimilé Hiroshima au crime nazi. Voilà, donc ça c'est une première chose dont les États-Unis sont tout à fait capables. Et à propos des armes chimiques, il faut rappeler, les gens de ma génération s'en souviennent, mais il faut le rappeler et l'expliquer aux jeunes, qu'ils ont développé des armes chimiques contre le Vietnam d'une manière catastrophique. On a ici une déclaration en 89 du général Curtis LeMay de l'US Air Force. C'est lui qui avait en 1945 ordonné de lancer des bombes incendiaires sur les civils des villes japonaises. Pardon. Et Curtis LeMay disait « Il n'y a pas de civils innocents ». Il s'adressait à ses pilotes. « C'est leur gouvernement et vous combattez un peuple. Vous n'êtes plus en train d'essayer de combattre une armée. Donc l'idée de tuer de soi-disant spectateurs innocents ne me dérange pas vraiment. » Curtis LeMay, 89. Il disait aussi dans ses mémoires « Je suppose que si j'avais perdu la guerre, j'aurais été jugé comme criminel de guerre. » Effectivement. Au Vietnam, l'US Air Force a déversé 80 millions de litres d'agent orange. Voilà comment ça se faisait. 80 millions de litres d'agent orange. C'est un herbicide extrêmement toxique qui contenait, et donc ça contenait 400 kilos de dioxine produit par Monsanto, et Dow Chemical. Il faut savoir qu'1,5 kg de dioxine suffirait à détruire toute vie à New York. Ils ont déversé 400 kilos sur les champs et les forêts du Vietnam. C'est un des agents polluants les plus toxiques au monde, provoquant ici encore d'autres bombardements. Dans les années 70, on nous montrait tout ça, on n'était même pas cachés. Les bombardements ont frappé des très très importantes zones dans le Vietnam, et les résultats, ça donnait ceci. Des enfants bombardés au napalm et fuyant, et après 2-3 années ou plus, et encore aujourd'hui, des enfants monstres. Il y a un très beau livre, je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais vous pourrez le trouver, Agent Orange, par un écrivain français que je salue. Et pendant des années, et aujourd'hui encore, vous avez des gens, là j'ai choisi une des photos encore les plus soft,
vous avez des enfants qui naissent sans bras, avec un œil au milieu de la figure, avec épouvantable. Et donc, l'agent orange a provoqué des anomalies génétiques, des troubles neuropsychiatriques parmi les enfants des générations suivantes. En 2009, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner les plaintes des victimes et les États-Unis n'ont pas voulu indemniser. Tout ça a été évidemment interdit par les conventions de Genève. Voilà donc sur les crimes des États-Unis au Vietnam. Un autre exemple, c'est l'Irak. On a déversé des armes à uranium appauvri en Irak. J'avais à l'époque organisé un colloque international, une brochure sur justement l'usage des munitions à uranium appauvri qui provoquaient de terribles dégâts dans la nappe phréatique, dans les enfants qui jouaient avec les déchets et aussi parmi les soldats contaminés. Et l'Irak a vraiment été un laboratoire de guerre chimique pour les États-Unis avec, on y reviendra, mais je le signale quand même déjà, les sanctions qui ont été prises contre l'Irak pour en lui interdisant d'importer des médicaments, des équipements chirurgicaux, etc. Et donc moi j'ai visité l'Irak en 93, après la guerre, et on voyait des enfants qui étaient, j'ai vu des enfants qui étaient monstrueux, quoi. C'était insoutenable comme image, et c'était la sanction, l'impact, pardon, des sanctions du blocus économique, tout simplement, y compris du blocus des médicaments et des appareils chirurgicaux organisés par les États-Unis et respectés par l'Europe. Et ce crime-là, les États-Unis en étaient fiers. Vous avez Madeleine Albright, ici, la ministre des Affaires étrangères de Clinton, qui en 1996 déclare, interviewée à la télévision, la vidéo est facile à trouver, le journaliste de CBS lui demande « 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions privant l'Irak de nourriture, de médicaments et de matériel médical. Est-ce que ça en valait la peine ?» Et Madeleine Albright répond « Je pense que c'est un choix très difficile, mais nous pensons que cela en valait la peine. » Et donc, le coordinateur de l'ONU pour l'Irak, Denis Hallyday, un fonctionnaire officiel de l'ONU, a déclaré « Nous détruisons une société tout entière, c'est aussi simple et épouvantable que cela. » Il a démissionné pour protester, mais ça a eu très très peu d'écho dans les médias. Donc, oui, les États-Unis sont moralement capables de faire ce genre de choses. Ils sont capables d'énormément de crimes. Je l'avais résumé dans la conclusion de ce bouquin, je cite. On collabore avec Hitler, on lance la bombe atomique, on protège et on recrute des nazis, on bombarde des populations civiles, on emploie des armes chimiques et biologiques, napalm en Corée et au Vietnam, on assassine des chefs d'État, on impose des dictatures fascistes, on soutient des génocides, on prépare des attentats. Voilà, tout ça est dans le bouquin. Donc si vous avez parmi vous des gens qui sont sceptiques et qui pensent qu'on exagère et qu'on voit le mal partout, dites-leur, voilà, les États-Unis eux-mêmes l'ont reconnu. Bien, le fait qu'ils en sont capables moralement ne signifie pas qu'ils l'ont fait, et je pense qu'on doit être très très prudent. Il n'y a pas besoin d'inventer des crimes imaginaires et des fantasmes, la réalité suffit. On a un deuxième problème avec ce que j'appelle la pensée complotiste à gauche, parmi des progressistes. On a cette idée que Macron aurait beaucoup exagéré et qu'il aurait décrété le confinement comme une manière d'étouffer la contestation sociale et de mater le peuple français et d'imposer une sorte de loi d'urgence. Un ami m'écrit « Le pouvoir en aura profité pour tester notre capacité de soumission avec ce confinement qui n'est rien d'autre qu'un état de siège, un coup d'État. » Je pense qu'il faut faire très attention et ça relaie malheureusement une certaine sous-estimation dans une partie de l'opinion publique du danger et de la gravité. Il y a des gens qui sont encore allés prendre un dernier verre dans les cafés avant le lockdown. C'est pas très responsable. Les experts que j'ai cités dans le premier et le deuxième des Michel Midi consacrés au corona, les experts disent
la maladie va se répandre. Toute la question, c'est que si on ne prend pas de précautions radicales, elle va se répandre beaucoup plus vite et les hôpitaux ne pourront pas soigner tout le monde et devront choisir qui ils laissent vivre et qui ils essaient de sauver et qui ils laissent mourir. Donc, une amie médecin en France, qui est épidémiologiste et généraliste sur le terrain, répond à l'ami qui m'a écrit là qu'il faut arrêter de mélanger le coronavirus et la grippe habituelle qui, effectivement, chaque saison frappe. Effectivement, la grippe saisonnière infecte chaque année plusieurs millions de personnes dans le monde et tue, selon les estimations de l'OMS, jusqu'à 650 000 personnes par an. Mais le Covid-19 ne fait que commencer son voyage épidémiologique et contrairement à la grippe, nous n'avons ni vaccin ni immunité collective. C'est ce que dit Badia en France. Pour la grippe, nous avons une barrière immunitaire sociale. Il y a des gens qui sont immunisés et le virus s'arrête quand il rencontre des personnes qui ont été immunisées, soit parce qu'elles ont été vaccinées, soit parce qu'elles ont été infectées et qu'elles ont développé des anticorps. Et donc, ici, pour le coronavirus 19, elle n'existe pas, la barrière immunitaire sociale. Elle sera constituée, dit-elle, seulement dans 1 an ou 2. D'ici là, même si elle est bénigne dans la majorité des cas, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire la maladie et vont y réchapper, la proportion des cas graves est suffisamment importante pour qu'on assiste à un engorgement rapide des capacités de soins, ce qui ne se voit plus avec la grippe. Nous risquons, dit Batia, d'avoir ici des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas toutes un ventilateur et de l'oxygène en l'état actuel de la réanimation en France. Ça, j'en ai parlé dans une émission précédente. Je pense au contraire, dit-elle, que l'État bourgeois français a préféré retarder la décision du confinement pour le profit, et en ce sens, il est criminel. Alors là, je pense effectivement que les gens qui disent tout ça, c'est pas si grave, et Macron et les autres font ça pour nous mettre au pas, ils n'apportent aucune preuve, et deux, on part de l'idée que les capitalistes et les gouvernements maîtrisent absolument tout, qu'ils atteignent tous leurs objectifs et qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a une contradiction absolument flagrante à laquelle ces gens ne répondent pas, c'est que Macron et les autres ont d'abord refusé le confinement, je l'ai montré, pour protéger les profits économiques. Il aurait fallu faire comme les Chinois, arrêter l'activité économique beaucoup plus vite, beaucoup plus radicalement, toutes les usines non nécessaires, les transports non nécessaires, et alors on aurait limité beaucoup plus la pandémie qui est en train de se répandre. Et donc voilà, finalement Macron et les autres ont dû le faire, pas parce que la pression des partis de gauche a été suffisamment forte, malheureusement non, mais parce que je pense que les experts qui sont autour d'eux leur ont dit attention au président, si vous laissez faire, l'impact sur l'économie va être beaucoup plus grave à terme que l'impact maintenant si on fait un confinement. Donc voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je suis prêt à tout reconsidérer, je pense qu'on doit tout le temps examiner ce qu'on a dit, mais cette idée qu'il y a un complot là derrière ne me semble pas juste, je pense qu'il ne faut pas minimiser, je pense qu'il faut respecter les consignes, sinon la courbe va augmenter et l'impact sera beaucoup plus grand et le lockdown sera beaucoup plus long. Voilà. J'ai fait un article sur le mode de pensée complotiste que vous pouvez trouver ici, Complotiste Moi, 2016, où j'ai analysé, voilà le lien, vous le trouvez facilement sur le site Investigation, et j'ai analysé, mais je ne vais pas le développer maintenant, mais je vous encourage à lire. En fait, j'ai analysé 4 points. Les complots, ça existe ou pas? Et oui, il y a des complots, et on en a une série de preuves bien précises, je veux dire des complots des gouvernements États-Unis, Grande-Bretagne, France, etc. 2, le complotisme permet-il de comprendre le monde? Non, et je l'explique très clairement avec la question du conflit Israël-Palestine, qui n'est pas un complot juif, qui est une réalité économique, politique et stratégique tout simplement, que le complotisme est tout à fait à côté de la plaque pour analyser l'économie, ça je l'ai montré dans mon livre
pourquoi Soral séduit. Là, il y a une réfutation totale du complotisme de Soral. Et l'idée que voilà, que l'économie serait dirigée de façon occulte par un petit groupe de gens mystérieux qui tirent les ficelles, non, ça c'est totalement bidon. Euh, je montre aussi en quoi c'est dangereux pour saboter les résistances et décourager les résistances. Et je montre pourquoi certains dans les médias parlent tellement de théorie du complot. Là, c'est clairement pour éliminer les infos gênantes sur lesquelles ils ne savent pas répondre. Et voilà, le texte est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine de se former sur ces 4 points-là. Et j'analyse aussi la question, est-ce que les médias font le jeu du complotisme? Et je pense que oui, en refusant le débat, je pense qu'il faut discuter avec les complotistes, il faut discuter avec ces thèses, il faut arrêter de les cacher à la télévision comme on fait, parce que en les cachant, en les censurant ou en les ridiculisant bêtement, en les comparant juste aux reptiliens et des choses comme ça, on accroît la méfiance d'une grande partie dans la jeunesse, mais pas seulement, vis-à-vis des infos, et donc on a des problèmes qui se créent comme ça aujourd'hui. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur le complotisme. Je ne vais pas vous développer ce texte-là, bien que. J'avais annoncé, mais je vais d'abord un peu regarder, avant de venir à la dernière partie de ce que je vous ai préparé. On a parlé des expérimentations sur la population, comme en France à Pont-Saint-Esprit. Oui, il y a eu une explication finalement apportée à cette chose-là. Alors, les États-Unis, dès leur création, par leur culture de marchands et puritains, sont une nation qui place le profit au-dessus de toutes les valeurs, nous dit Tux. Oui et non. C'est la même chose en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, dans tous les pays capitalistes. C'est un problème, comme je l'ai expliqué dans une émission précédente, basé sur Einstein, de la structure même de l'économie qui oblige les capitalistes à se battre les uns contre les autres pour faire non seulement un profit raisonnable, mais plus de profit que les autres. Et donc là, tous les moyens sont permis et il n'y a aucune vision à long terme de l'intérêt collectif. La France de Macron, de Sarko, de Hollande, mais avant déjà aussi, se bat contre la sécurité sociale, contre des hôpitaux bien équipés, bien financés, contre un enseignement bien financé, pour mettre tout son argent pour les multinationales, pour gagner la bataille économique contre les États-Unis et les autres adversaires. Ce faisant, on détruit la recherche fondamentale, on détruit les équipements médicaux et on affaiblit la riposte du pays face euh, au danger. Ce qu'on a appelé d'un terme pas très malin l'État-providence, qui était un État qui protégeait plus avant les concitoyens, qui rassurait des revenus minimums, une sécurité, qui luttait plus contre la misère, il est détruit systématiquement par les politiques néolibérales. Et ça, c'est pas un effet des États-Unis, ça se fait partout. Et c'est un effet du type même de relations économiques que nous avons, qu'il faut définir par le mot capitalisme tout simplement, etc. Voilà. Merci de ne pas relayer la théorie du complot. Oui, les Israéliens empoisonnent également les Palestiniens par rapport au vol de l'eau. Oui, vous avez tout à fait raison. Et par rapport au fait de les priver des biens de première nécessité, oui, le blocus des Palestiniens par Israël doit absolument le faire. On va faire bientôt un Michel Midi spécialement sur les sanctions. Voilà, je ne peux pas tout prendre. Vous allez trouver beaucoup de choses sur notre site. Pour le vaccin, demandons aux Chinois. Faisons pas comme pour le sang contaminé, oui, bien sûr. Le fait que ce laboratoire existe et soit situé dans la région de Wuhan, je trouve ça bizarre. Ben non, vous pouvez toujours trouver tout plein de choses bizarres. Il est tout à fait normal qu'il y ait des laboratoires pour détecter les maladies infectieuses. Heureusement qu'il y en a. Heureusement que les Chinois ont mis des sous là-dedans et ont pu détecter en une semaine le génome du virus et que ça a sauvé des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. Non, il ne faut pas trouver tout bizarre, bizarre. Ou bien vous avez des preuves et des faits concrets, ou bien on se bat, on fait des recherches sérieuses. La Chine a fait preuve de maturité dans ce combat parfaitement. Normal, la Chine est une dictature.
Monsieur T, avez-vous demandé l'avis de beaucoup de Chinois? Avez-vous consulté l'avis des Chinois? Comment expliquez-vous qu'une dictature puisse obtenir un soutien populaire aussi important, notamment en supprimant 650 millions en faisant sortir 650 millions de gens hors de la pauvreté? Est-ce que les dictateurs ne sont pas en train de se remplir les poches et d'appauvrir leur peuple? Donc, attention aux clichés de la presse mainstream. Euh, voilà, voilà. Bon, que pensez-vous du fameux labo à Wuhan? Je ne vais pas détailler, je vais demander à l'équipe d'investigation, Greg, Rafa, Federica, Michel et d'autres amis qui nous aident, d'amener pour demain sur le site un peu plus d'informations et sur Facebook sur le laboratoire de Wuhan pour convaincre ceux qui vraiment ne veulent pas. Quel est l'objectif caché de ce confinement, plus que tardif d'ailleurs? Stéphane, vous vous contredisez. Si vous dites qu'il est tardif, ben alors c'est qu'il aurait le faire plus tôt, c'est ce que moi je dis. Quel est l'objectif caché? Je pense que vous devez le prouver si vous trouvez qu'il y a un objectif caché. Moi, je pense que les Chinois l'ont fait, d'autres pays le font, et ça, tout simplement, c'est limiter la contagion et faire en sorte qu'on ait moins de malades et qu'on ne doive pas soigner des cas graves trop en même temps. Ok. Euh, voilà, voilà. Je ne pourrais pas tout prendre. Comment interprétez-vous la conférence de Bill Gates prédisant dans les détails cette pandémie, ainsi que le livre d'Alexandre Adler, le nouveau rapport de la CIA, Comment sera le monde en 2005? Écoutez, il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà annoncé que cette pandémie était possible avec ce genre d'effet sur le monde. Il y a même un romancier qui a fait le scénario d'un film de Söderbergh qui décrit assez fort les choses comme elles se passent. Donc c'était possible. Ce bonhomme a consulté une série d'épidémiologues et ils leur ont dit ce qui pouvait arriver et ce qui est en train d'arriver. La CIA publie des euh, rapports sur comment sera le monde, parce que c'est leur intérêt de savoir quels sont... On en a déjà parlé dans le livre La gauche et la guerre. Ils publient des rapports pour analyser comment le monde sera, quels sont les problèmes à venir, quels sont les problèmes et les conflits dans les différents pays qu'ils peuvent exploiter. On en a parlé, Saïd et moi, dans notre livre La gauche et la guerre. Il y a tout un chapitre sur la CIA. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que c'est forcément faux. S'ils disent que le ciel est bleu, ce n'est pas nécessairement un complot. Euh, voilà, voilà. Les élites ont mis Macron au pouvoir car il est vraiment la marionnette idéale des intérêts financiers. Là, on est tout à fait d'accord. Mais les intérêts financiers peuvent aussi se préoccuper du fait que l'économie va être à l'arrêt et que la bourse va capoter. Ce qui n'est pas la cause, le coronavirus n'est pas la cause et c'était déjà avant, on en a parlé aussi. Peter m'indique voilà la date précise. Hein, les Jeux olympiques militaires se sont déroulés à Wuhan du 18 septembre au 17 octobre 19. Bon, c'est peut-être une coïncidence, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait l'étude, mais c'est quand même un phénomène important à interroger. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'Italie? Je vais en parler. Pour ceux qui doutent des USA, le livre de William Bloom, L'État voyou, apporte beaucoup de preuves, nous dit Jean-Luc. Oui, je vais aller le chercher là sur ma table, je vais vous le montrer, c'est vraiment quelque chose à recommander. Le voilà, L'État voyou. William Bloom, c'est un livre qui était épuisé en France, qui est excellent. C'était un ancien fonctionnaire du département d'État américain, décédé il y a 1 an et demi malheureusement. Et là, si vous avez encore des illusions sur ce dont les États-Unis sont capables, eh bien, lisez-le d'urgence. Voilà. Sur Bill Gates, il y a un très bon livre que c'est pas un philanthrope et que toute sa soi-disant philanthropie sert à faire du business. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur, mais c'est chez Actes Sud et vous pouvez certainement le trouver. Voilà. Je vous avais annoncé que il y avait aussi des bonnes nouvelles et je vais en montrer ici une première.
super chouette. Ce sont les médecins envoyés comme volontaires dans la région de Wuhan pour combattre l'épidémie qui enlèvent leur masque et retournent chez eux. Ça montre qu'effectivement, si on s'y prend sérieusement et si on a des gens qui sont motivés pour sauver les populations et pas seulement par le profit, on peut arriver à des résultats. On m'a demandé pourquoi on parle peu de l'Italie et que fait l'Europe. Ben voilà, voici une réponse. Vous avez ici une délégation de médecins et de soignants chinois qui viennent d'arriver en Italie pour aider les Italiens. Ici, j'ai d'autres images avec des marchandises apportées, des équipements. Le texte italien, Siamo con voi, nous sommes avec vous, Forza Italia. Bon, c'est pas un soutien au parti de Berlusconi, je pense Forza Italia, ça veut dire en avant l'Italie, courage l'Italie. Ici encore une autre photo intéressante. Alors, ce qui est rigolo à propos de ça, ben, je vous montre ceci qui est une photo que j'ai trouvée là dans le journal, un des deux journaux quotidiens que je lis. On voit sur la photo, c'est donc dans un avion, des masques qui ont été envoyés par Alibaba et la Chine à la Belgique, tenez-vous bien. On pleure en Belgique, je vous ai relayé hier l'appel d'un médecin parmi mes amis ici dans la région qui demandait si on pouvait lui filer des masques et des tabliers. Et là, les Chinois ont envoyé un paquet de masques pour la Belgique avec quelque chose de très rigolo. L'union fait la force, et en néerlandais aussi, c'est la devise de la Belgique. L'union nationale fait la force, et ils l'ont traduit en chinois. Donc c'est super rigolo à une époque où la Belgique a été depuis presque un an incapable de former un gouvernement tellement les politiciens essayent de nous diviser. Donc voilà, j'ai trouvé ça très rigolo comme information. Et par rapport aux bonnes nouvelles, il y a dans le soir de ce matin un article, enfin aux bonnes nouvelles, il y a du bon et du moins bon, sur la situation au Congo. Et c'est un article de Colette Brackman qui interviewe un virologue congolais, Michel Balaka Ekwalanga, qui analyse pourquoi les pays africains semblent moins touchés que l'Europe. La chaleur, demande-t-elle? Non, rien à voir. Mais ce virologue dit qu'en fait, il y a déjà eu tellement de virus répandus que les Africains ont pu développer plus d'immunité que les Chinois. Il indique qu'on a besoin d'interférons, de chloroquine et d'antioxydants. Et il indique que, dans l'article, nous avons observé la coopération entre la Chine et Cuba, rarement mentionnée en Occident. Ça, c'est un peu un cactus jeté dans le jardin des autres journalistes du soir par Colette Brackman, qui fait un travail remarquable. Dans ce journal et dans les autres, on n'arrête pas de nous dire du mal des Chinois. Et ici, un Africain reconnaît que voilà, à Cuba, il y a longtemps, je cite, qu'on utilise les interférons pour combattre les virus. Cette année, Cuba en a fourni aux Chinois pour un montant de 300 millions de dollars, ce qui a permis de combattre le coronavirus, qui est maintenant en régression. Et il continue. Au Venezuela, je vous ai montré ça hier, le président Maduro a lui aussi préconisé de faire davantage de prévention en donnant aux gens des molécules dont les interférons et les antioxydants. Donc je pose une question stupide, pourquoi est-ce qu'il est possible dans un Venezuela dictatorial, pauvre et en complet marasme économique, pourquoi ils savent le faire et en Europe on n'a pas réussi à le faire? Voilà quelques remarques plus positives que je voulais apporter. Évidemment, pourquoi les Européens ne sont pas capables d'aider l'Italie? Ben voilà pourquoi. Le gouvernement belge, présidé par Charles Michel, a acheté en 2018 4 milliards d'avions de chasse alors qu'il économise dans les budgets des soins de santé. Et aujourd'hui, en 2020, l'hôpital Saint-Pierre lance un appel aux dons pour acheter des respirateurs. Cherchez l'erreur. On a bombardé maintenant ce Charles Michel
à la tête de l'Union européenne. Il déclarait dans une interview ce matin, l'Union européenne n'est pas la Chine. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai, mais vous ferez bien de copier les bons aspects. Et Charles Michel est en fait le porte-parole de l'égoïsme qui caractérise l'Union européenne. Ils ont plongé la Chine dans la Grèce, excusez-moi, bon, je vais rester poli. Ils ont refusé d'aider l'Italie correctement. Les Chinois maintenant arrivent et envoient des médecins, des masques et tout ça. Donc voilà, chercher l'erreur. Et on voit bien au service de qui l'Union européenne se trouve. On va traiter demain de l'impact de notre alimentation sur la diffusion de virus et d'agents pathogènes. On va parler de l'agrobusiness, de la nourriture alimentaire. Est-elle responsable de notre affaiblissement face à certains de ces virus qui se répandent? Je crois que c'est une occasion de repenser notre mode de vie, de réfléchir profondément et de ne pas se contenter de passer le cap du virus et puis que la société recommence comme avant parce qu'on aura le même type de problèmes qui reviendront. Je vous rappelle que nous avons fait une offre spéciale si vous achetez nos livres et profitez du temps que vous avez libre maintenant pour vous former vos amis, etc. On vous offre La peur en politique de Robert Charvin. Vous pouvez les trouver ici en allant sur notre site. Si parmi les livres, je recommande toujours L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité, très très actuel de Dirk van Dupen et Johan Houbeek. Si vous avez des problèmes, on expédie nos livres actuellement, David s'occupe de ça. Si vous avez des problèmes dans votre quartier ou quoi, pensez aux e-books, bien entendu. Les e-books vous permettent d'offrir nos contenus aussi. Adressez-vous à David via le site si vous avez des besoins ou des questions. Voilà, je vais en conclusion citer un ami qui réagit justement dans cette discussion sur le confinement ou pas le confinement, Macron ou pas, et il répond que le pouvoir va chercher à se servir du confinement, les pouvoirs, à leur profit égoïste de classe. Rien de plus normal, c'est dans la nature de ce pouvoir de chercher à utiliser un événement à son profit économique, politique, idéologique. Ça ne remet pas en cause les faits et ça n'interdit pas de penser par soi-même, voire de retourner le confinement en sa faveur. Les gens, écrit Bruno, peuvent renforcer et augmenter les contacts, les pensées, les écrits, le savoir à cette occasion, ou même comme on est en train de l'envisager à ce moment dans l'enseignement supérieur, organiser une grève numérique pour prolonger les luttes engagées et montrer qu'Internet peut aussi être un champ d'affrontement des classes sociales qui s'opposent. Je pense que ceci, à quelque chose malheur et bon, comme on dit, peut être l'occasion de développer beaucoup plus de contacts avec vos proches, de réfléchir avec eux aux maladies de notre société, aux maladies que cette crise révèle, et de justement travailler ensemble à construire un monde meilleur. Et donc, c'est l'appel que je vous lance. Aider Investigation à continuer son travail d'information. Contactez-nous pour donner des coups de main. Faites connaître notre travail. Envoyez-nous vos questions, vos témoignages. Et ensemble, dans la bataille contre le virus, contre la désinformation, contre l'égoïsme, pour la solidarité, pour une information qui nous libère. Je vous remercie. À demain.